L'exposition commémore la visite de Pierre le Grand en France, puisqu'il arrive au printemps 1717. Il arrive exactement le 21 avril 1717 et il repart le 23 juin 1717. C'est une exposition qui est le fruit d'un partenariat privilégié entre le château de Versailles et le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, puisque sur les 155 œuvres présentées, nous en avons 105 qui proviennent du musée de l'Ermitage. Nous avons un autre prêt prestigieux, celui de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, qui conserve l'intégralité de la bibliothèque de Pierre le Grand. Et pour compléter le propos, nous avons quelques œuvres du château de Versailles, 13. Nous avons également plusieurs documents de la Bibliothèque nationale de France, des archives diplomatiques, des archives du ministère de la Défense et par exemple un dessin prestigieux de Falconet provenant du musée de Nancy. Pierre le Grand tente de pénétrer en France à la fin du XVIIe siècle, en 1697-1698, lorsqu'il effectue son premier voyage hors de Russie. Il fait un tour d'Europe, il va aller en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, à nouveau en Hollande, et il va désirer voir la France de Louis XIV et rencontrer le grand roi. Cela dit, il se heurte à un refus du roi Soleil, qui ne désire pas recevoir à la cour de France ce tsar. Alors pourquoi justement refuse-t-on de recevoir Pierre le Grand à l'époque? C'est encore un tsar jeune, il a 26 ans. C'est un tsar certes ambitieux, mais sans doute Louis XIV ne souhaite-t-il pas le reconnaître comme son égal. Recevoir un autre étranger, un souverain étranger, revient bien à le reconnaître comme son égal. Pierre le Grand est animé d'une curiosité universelle et en France, il veut tout voir, tout savoir, tout comprendre. Pourquoi? Parce qu'il souhaite réformer son pays. Et justement, pour mettre en place de nouvelles réformes, il cherche des modèles européens. La France, de l'époque, de la Régence, va devenir un modèle pour son pays et notamment pour la construction de sa nouvelle capitale qui est Saint-Pétersbourg. Il va notamment se rendre dans de nombreux lieux parisiens, parmi lesquels l'Académie des sciences, l'Académie de peinture et de sculpture, la manufacture des Gobelins. Il va également se rendre chez les marchands, tel un simple particulier, et il va en quelque sorte acheter certains instruments d'optique, certains instruments de mesure qu'il va donner à ses ingénieurs afin qu'ils s'en inspirent et qu'ils puissent faire progresser la science dans leur propre pays. Il va également acheter des instruments de médecine, là encore pour faire progresser la médecine dans son propre pays, puisque dès 1719 est créé à Saint-Pétersbourg un atelier de fabrication d'instruments de médecine. Pierre le Grand s'inspire non seulement des instruments scientifiques, mais également des statuts de ces institutions, puisqu'il va s'en inspirer pour créer ses propres institutions. Il va bientôt créer l'Académie des sciences et plus tard, après sa mort, sera créée également une académie de peinture et de sculpture. Il est également très curieux d'architecture et de jardin. Pierre le Grand donc se passionne évidemment pour le château de Versailles et en particulier pour Trianon. Il y a de nombreux commentaires sur les jardins notamment, cette passion des jardins qu'il va tenter de mettre en œuvre à Saint-Pétersbourg et bien entendu l'architecture dans son pays va à partir de ce moment et même avant s'inspirer de l'architecture française. C'est donc à la fois dans les domaines de l'ingénierie, de la médecine, des sciences, des institutions, dans les académies militaires également, les écoles, mais également dans d'autres domaines comme les domaines artistiques que Pierre le Grand cherche son inspiration. C'est pourquoi il se rend dans de multiples lieux. Bien entendu, Saint-Simon commente les visites de Pierre le Grand en France. Il commente notamment cette fameuse visite à Louis XV et il relate que le tsar
a pris dans ses bras l'enfant roi. On ne touche pas l'enfant roi, il est de droit divin, et il est vrai que ça a beaucoup choqué les consciences à l'époque, mais alors Pierre le Grand, c'est un être complexe qui à la fois a pu être très cruel envers un premier fils, mais en même temps a été plutôt attentif à l'éducation de ses filles, et finalement il est possible qu'il y ait une certaine tendresse de Pierre le Grand pour cet enfant roi. Lui-même a été tsar très jeune, à 10 ans, donc il n'est pas impossible qu'il se reconnaisse dans ce petit enfant. Et puis, alors il ne faut pas voir un rapport de supériorité du tsar vis-à-vis du roi, bien au contraire, il faudrait plutôt voir là cette reconnaissance qu'il cherche depuis Louis XIV. Finalement, que cherchait-il? Il cherchait la reconnaissance de la France, il cherchait à devenir ce grand pays sur l'échiquier européen, et enfin, en 1717, la France peut le reconnaître comme un égal. Cette effigie de Pierre le Grand accueille le visiteur. Il s'agit de la première effigie d'un souverain russe à l'européenne. On voit qu'on est ici dans ce portrait d'après Kneller, dans la tradition des portraits royaux de Van Dyck par exemple. On voit le tsar dans une armure d'apparat, il porte un bâton de commandement, il porte également le manteau impérial. On remarque sur ce manteau impérial les armoiries de la Russie, et à l'arrière-plan on remarque une couronne posée sur un coussin. On est vraiment dans une iconographie européenne, et on voit également à gauche du tsar une ouverture sur un paysage maritime avec des bateaux. Cette ouverture en dit long sur les goûts du tsar et ses ambitions. C'est quelqu'un qui a voulu étendre son empire au maximum, en repousser les frontières et l'ouvrir à 4 mers. Et c'est bien ce qu'il a réussi à faire, puisqu'il l'ouvre à la fois à la mer Blanche, à la mer Baltique, à la mer Caspienne et à la mer d'Azov. On a donc ici, alors qu'il n'a que 26 ans, sur ce portrait, une sorte de résumé déjà de ce qu'il veut faire pour son pays. C'est donc un portrait emblématique. C'est aussi un portrait qui est quasi grandeur nature, or il mesurait 2,04 m. C'est donc aussi une façon d'accueillir le visiteur par une présence physique, celle de ce tsar qui était grand, mince, ce géant qui n'a pas manqué d'impressionner, bien entendu, à la cour de France, ne serait-ce que par sa prestance, qui est d'ailleurs soulignée. On souligne aussi son naturel et sa simplicité. Pierre le Grand arrive en France par voie de mer, il arrive par Zuidcote, il y aura Dunkerque, Calais, Amiens, Beauvais, il va donc traverser un certain nombre de villes, et son but premier est Paris, et ensuite Versailles et les résidences royales. Pour ce voyage exceptionnel, il s'est fait faire 2 tenues, une première tenue plutôt dans les bruns et une autre plutôt dans les bleus que nous présentons ici. Il s'agit donc d'une très belle tenue de laine et de soie. La collection de Pierre le Grand à l'Ermitage est exceptionnelle, puisque l'Ermitage conserve des centaines de costumes du grand tsar. Ils ont vraiment conservé ce que nous, malheureusement, nous n'avons pas su garder. Et il est vrai qu'ils sont capables, grâce à certains documents, et nous l'avons vérifié, de dire que ce costume a servi à Pierre le Grand. Il s'agit donc d'un costume avec une veste et juste au corps, ce gilet, qui est très travaillé, une sorte de travail rebrodé qui nous fait un peu penser au bouti notamment. Et alors nous avons également les chaussures de Pierre le Grand, ce qui est exceptionnel, et très paradoxalement, ce géant de 2,04 m ne chaussait que du 39. Nos souverains avaient l'habitude de donner leurs costumes. Donc la reine donnait très souvent ses costumes à ses proches, donc ça a beaucoup joué. Et puis c'est vrai que nous on a eu une révolution, et la révolution russe qui intervient beaucoup plus tard ne détruit pas, au contraire elle conserve. Et dès après la mort de Pierre, on a inventorié sa collection, et on a créé 16 ans après sa mort, c'était en 1741, on a créé les musées de Pierre. Si bien qu'on est capable de connaître de près cette collection qui lui a appartenu, et grâce au journal de Pierre notamment, ce journal qui retrace son séjour en France, on est capable de le suivre à la trace, quasi heure par heure dans ses visites en France, et d'avoir certains détails sur ce qu'il a pu emporter avec lui, et notamment acheter ou recevoir en France.
Nous exposons ici le nécessaire de voyage de Pierre le Grand. Donc, parmi ce nécessaire, une chaise portative, 2 cannes qui en disent long sur les goûts du tsar, puisque l'une intègre dans son pommeau un matériel d'optique, or il était passionné d'optique, et une autre intègre une toise. Lorsqu'on ouvre le pommeau d'ivoire, on découvre finalement cette mesure. C'est le côté arpenteur de Pierre le Grand. Il est vraiment passionné d'architecture et il a beaucoup mesuré ou cherché à comprendre les mesures de l'architecture ici. Et nous avons également une pharmacie de voyage. Sur le rabat du couvercle, elle présente la représentation d'une pharmacie du XVIIe siècle. C'est un très bel objet avec un plaquage d'ébène, de nacre. Vous voyez que nous en avons sorti les pots de cristal et d'argent. Il y a également un pilon et il y a également une petite balance qui permettait de doser et de préparer ces médicaments. Pierre le Grand est passionné de pharmaceutique et de médecine. Nous avons également son cachet. Nous avons derrière une cassette qui est une sorte de coffre-fort. Un seul coup de clé et un mécanisme de 7 serrures s'enclenchent. Et finalement, cette cassette pouvait recevoir des documents officiels très secrets. Et également une tabatière à priser en forme de nef. Et on retrouve ce goût de Pierre le Grand pour la marine, même dans les objets les plus quotidiens. Une très jolie tabatière qui est en bois, nacre, or. Un objet extrêmement précieux. Enfin, 2 coupes de voyage, des objets un petit peu étranges. Ce coquillage avec sa monture d'argent. Et une autre coupe que Pierre le Grand a faite lui-même, puisque Pierre le Grand était passionné de métiers manuels, et il s'agit d'une demi-noix de coco montée sur argent également. Quand Pierre le Grand arrive à Paris, on lui propose les appartements d'Anne d'Autriche au Louvre. C'est là qu'il devrait loger et finalement il préfère la simplicité de l'hôtel de Lesdiguières qui était réservé à sa suite, un hôtel qui se trouvait rue de Lazurisay près de l'Arsenal et qui est aujourd'hui détruit. Bien entendu, Pierre le Grand va rencontrer à la fois Louis XV et à la fois le régent qui gouverne à l'époque. Et c'est ce petit Louis XV qui accueille Pierre le Grand, puisque ce tableau provenant des collections du château de Versailles montre le roi à 7 ans. C'est en 1717, c'est exactement à cet âge que le tsar le découvre. On voit que même si c'est un enfant roi, c'est un roi de plein droit qui règne. Il porte ici le manteau de couronnement qu'il ne portera d'ailleurs que 7 ans plus tard, lors de son couronnement. Il porte l'épée au côté, le collier de l'ordre du Saint-Esprit, le sceptre, et à ses côtés sont posées la couronne et la main de justice. C'est donc une iconographie qu'on connaît bien en France, caractéristique des iconographies royales, et on peut remarquer la prestance de ce roi de 7 ans avec ce geste qu'il fait de la main gauche, ce geste d'autorité finalement, puisque ce tableau démontre bien la continuité dynastique. Le roi est mort, vive le roi, il n'y a jamais de rupture du pouvoir en France. Cela dit, ce roi a 7 ans, et celui qui gouverne, c'est le régent, qui est ici représenté, inspiré par Minerve, une Minerve qui prend les traits de la marquise de Parabère, qui était l'une de ses maîtresses, et ce régent tient le gouvernail de France, ce gouvernail fleur-de-lysée. Il a la main posée sur l'orbe fleur-de-lysée également, et c'est d'ailleurs lui qui décide d'accueillir le tsar Pierre Ier en France, contre l'avis de certains, comme Dubois, ce tsar qu'on accueille après 20 ans d'attente pour Pierre le Grand. Dire que la visite de Pierre le Grand fait débat, c'est peut-être exagéré. Tout au moins, il y a certaines oppositions. On est là dans la diplomatie européenne et finalement, c'est bien le régent qui décide d'accueillir ce tsar. À Paris, Pierre le Grand s'intéresse particulièrement aux institutions et aux sciences, aux techniques.
Il va donc se rendre dans diverses institutions, par exemple l'Académie des sciences, l'Académie de peinture et de sculpture. Il va notamment aller au Gobelin, la manufacture des Gobelins qu'il visite par 2 fois. Il cherche à la fois à comprendre cette technique de la tapisserie dans laquelle nous excellons à l'époque, et il cherche à recruter des lissiers afin d'ouvrir lui-même, d'inaugurer une manufacture de tapisserie dans sa nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg. Il tombe en arrêt devant cette tapisserie. Il s'agit de la pêche miraculeuse qui appartient à un ensemble de 4 tapisseries qu'on appelle la tenture du Nouveau Testament. Une tapisserie qui a été faite d'après le peintre Jouvenet, le lissier étant Lefebvre. Alors on voit à quel point elle est bien conservée, les couleurs sont extrêmement fraîches, les bordures sont magnifiques. On voit également les fleurs de lys pour la production française, et il s'agit de la pêche miraculeuse avec ce Christ central, cette très belle tunique bleue et rose, le Christ levant les mains vers le ciel, et ces gros poissons au premier plan qui disent bien de quelle scène il s'agit, avec un commentaire en latin qui dit « parce que c'est le Seigneur », effectivement il s'agit d'un miracle. Et Louis XV va offrir cette tenture du Nouveau Testament à Pierre le Grand, donc pour 300 ans après sa production en France. Cette tapisserie revient dans le pays qui l'a mise en œuvre, et c'est vrai que c'est particulièrement émouvant pour nous de pouvoir montrer ce chef-d'œuvre qui n'est pas exposé au musée de l'Ermitage, puisque vu sa taille, elle est très grande et finalement il ne l'expose pas, ce qui explique aussi la fraîcheur des couleurs. Alors Pierre le Grand, dès avant 1717, commence à recruter des artistes et des artisans en France. Il envoie un agent qui s'appelle Zouthoff, et il va recruter notamment des architectes comme Alexandre Leblond, qui va partir dès 1716 et qui va être l'un des grands ordonnateurs de cette nouvelle capitale. Il va également recruter des artisans, des dessinateurs, mais il est vrai qu'à la suite du voyage, une centaine d'artisans, lissiers, peintres, dessinateurs, architectes, ingénieurs vont suivre le tsar. Il y en a certains qui vont d'abord dire oui, comme le peintre Oudry ou le peintre Natier, mais qui finalement vont se rétracter, vont décider de ne pas partir. Ils auront quand même eu le temps d'exécuter un portrait de Pierre le Grand pendant ce séjour de 2 mois. Il y en a un autre qui va aller, parmi les peintres, il y en a un autre qui va se rendre en Russie, il s'agit du peintre Caravac. Et lui va effectuer toute sa carrière en Russie, devenant peintre de cour, créant un atelier et permettant à l'art russe de passer de l'icône à un art basé sur l'étude de la perspective et de la nature. Et finalement, la peinture va aussi faire partie des grands projets de réforme de Pierre le Grand. C'est à tous les niveaux qu'il souhaite occidentaliser et européaniser son pays. Et pour ce faire, il se sert des modèles français et des artistes français. Voltaire nous dit que Pierre était mécanicien, artiste, géomètre. Mécanicien, nous l'avons compris, son intérêt pour les sciences est manifeste. Géomètre, nous allons le voir avec l'architecture. Et artiste, certes, alors artiste parce qu'il s'intéresse aux artistes, à leur art, et il souhaite justement réformer aussi l'art de son pays. Et il va s'intéresser aux artistes français. Parmi ceux-ci, il y a le grand peintre Natier. On demande à Natier de se rendre en Hollande afin d'exécuter le portrait de Catherine Ier. Catherine Ier est restée en Hollande, elle n'est pas venue à Paris, et Natier va rapporter ce portrait à Paris. Alors on la voit dans ses plus beaux atours, elle porte un diadème, elle porte également l'ordre de Sainte-Catherine. On voit qu'il s'agit d'un cordon rouge avec un liseré d'argent. C'est un ordre créé par Pierre le Grand pour son épouse afin de la remercier de l'avoir aidée dans un conflit contre les Ottomans. C'est une femme qui n'hésitait pas à monter à cheval, à aller au combat avec son époux. Elle avait un côté assez masculin finalement dans sa manière d'être qui plaisait beaucoup à Pierre Ier. Elle a tenu à être toujours à ses côtés, même dans les moments difficiles.
Le portrait de Catherine est donc rapporté à Paris. Il plaît tellement au tsar que lui-même souhaite avoir son propre portrait parnatier. Il s'agit de ce portrait. On voit donc le tsar au moment où il se trouvait en France. Il a 45 ans, on voit que c'est un bel homme. Il est ici dans une armure d'apparat, on voit un fond de bataille. Il s'agit d'un portrait d'apparat avant tout. Il porte le cordon de Saint-André, ce cordon bleu orné, se terminant par la croix de Saint-André. L'ordre de Saint-André est créé par Pierre le Grand. Il s'agit du premier ordre à la fois par la datation et dans la hiérarchie des ordres. On sait que le tsar reste chez lui le 29 mai et qu'il pose pour un peintre. Était-ce Nattier? Nous n'en savons rien. Alors, Pierre le Grand va construire autour de Saint-Pétersbourg un certain nombre de résidences, parmi lesquelles figure Peterhof. Et ce qui intéresse Pierre le Grand, c'est bien sûr l'architecture, mais c'est sans doute avant tout l'art des jardins. Et ce qui va l'intéresser ici en particulier, ce sont les jardins, à la fois ceux de Marly, à la fois ceux de Versailles. Il va découvrir des jardins dans lesquels on insère à la fois les sculptures et les jets d'eau. Et il va vraiment reproduire ce type de modèle dans ses résidences autour de Saint-Pétersbourg. Comme on le voit ici, on a des broderies de parterre, on a l'insertion de la sculpture, les jeux d'eau, avec ces jets d'eau justement, et c'est tout ça qui va le fasciner et le passionner. Il va d'ailleurs apporter des ouvrages montrant les jardins de Versailles et ceux de Marly, et c'est vraiment dans ces ouvrages qu'il va trouver l'inspiration pour ses constructions futures. Pierre le Grand meurt en 1725. Ce buste est commencé 3 ans avant sa mort, en 1722-1723, et est terminé en 1729. Il s'agit d'un buste de Rastrelli, l'un des plus grands sculpteurs italiens actifs à la cour de Russie. C'est un buste qui résume l'œuvre de Pierre le Grand, puisque nous avons une sculpture historiée avec des scènes de bataille. Nous avons compris qu'il s'agissait d'un grand conquérant. Et nous avons en particulier cette scène-ci, qui montre Pierre le Grand sculptant la Nouvelle-Russie. Et Pierre le Grand, qu'a-t-il fait? Il a réformé son pays. Pour réformer son pays, il s'est servi des modèles occidentaux, parmi lesquels le modèle français. Il met en place ses réformes, il est le grand ordonnateur de quelque chose de nouveau, et finalement, il construit la Nouvelle-Russie. Aujourd'hui encore, lorsque nous interrogeons les Russes et que nous leur demandons ce que symbolise pour eux Pierre le Grand, ils répondent la Nouvelle-Russie. Pierre le Grand, juste avant de mourir, lorsqu'il commandait ce buste, avait bien compris ce qu'il avait fait, et de toute façon, c'est ce qu'il avait toujours désiré. C'est quelqu'un qui, en très peu d'années, a réussi un tour de force incroyable. Il a vraiment transformé son pays, et ce buste résume parfaitement cette œuvre. C'est aussi une très belle œuvre en soi, puisque c'est une œuvre en bronze. Or, on voit la finesse du travail, notamment dans cette cravate de dentelle, dans les plis ici, dans ce bronze qui devient léger. On a l'impression que le vent prend dans les étoffes, et c'est un bronze qui est fait d'après un masque de pierre, un masque de son vivant. Or, on voit bien qu'il est vivant. Il y a le côté très volontaire, d'ailleurs le visage est irrégulier, le menton légèrement en avant, un petit peu prognate, et on sent le caractère de l'homme. On a donc là l'une des dernières images du tsar, juste avant sa mort. On a coutume de dire que le voyage de Pierre le Grand fonde les relations diplomatiques entre la France et la Russie. Cette année, nous célébrions et nous célébrons par cette exposition la visite de Pierre en France, mais nous célébrons aussi, avec nos amis russes, le tricentenaire de relations diplomatiques entre la France et la Russie.